Merci, bonjour à tout le monde. Alors je ne sais pas qui est présent, mais j'ai vu qu'il y avait une dizaine de personnes, donc je pense qu'on vous avait expliqué que vous pouvez poser des questions. Donc ce que je vais essayer de vous présenter, c'est la prépa apprentissage, dont, à mon avis, vous avez dû entendre parler, mais au moins l'occasion permet de préciser un certain nombre d'éléments qui vous rassureront, ou en tout cas qui vous permettront d'en savoir un peu plus. Alors, première chose, d'où... Je suis perturbé, mais ça va. Il y a trop de filles autour de moi, mais ça va se calmer. Bonjour. Donc, première chose, c'est d'où on part, c'est quoi l'origine? Bon, l'origine, c'est on a répondu à un appel à projet du ministère du Travail qui était officiellement publié le 12 novembre 2018 et dont la teneur était en fait de créer une préparation à l'apprentissage. Et qui rentrait aussi dans la politique du ministère du Travail, puisque le ministère du Travail souhaite développer l'apprentissage. Donc, l'intérêt de travailler en amont, c'était d'avoir un SAS pré-apprentissage qui permet d'ouvrir à des publics qu'on ne touchait pas forcément ou habituellement aujourd'hui. C'est-à-dire au-delà du seul public des collèges, des jeunes qui sortent de troisième, et puis des publics qu'on a l'habitude de contacter. Ensuite, l'idée aussi, c'était... Il y avait eu un certain nombre de choses qui étaient remontées. L'idée de faire une préparation à l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sur ces publics qui ne sont pas forcément des publics qui sont scolarisés ou qui sortent d'une scolarité, je dirais, habituelle ou normée, j'ose pas dire normale, normée. C'est-à-dire qui ne sortent pas du collège. On a des gens qui viennent de tous horizons. On a des gens qui ont effectivement besoin parfois d'être... confortés en termes de connaissances en français, en mathématiques. On a des gens qui ont besoin aussi de pouvoir maîtriser notre langue. Donc effectivement, il y a tout un travail de préparation. On a des gens aussi qui ont bien sûr besoin de connaître aussi le milieu professionnel, les métiers du bâtiment et le milieu professionnel dans lequel ils vont demain effectivement être employés. Donc l'idée effectivement c'est de faire une préparation à l'apprentissage. Alors il y a l'aspect effectivement conforter les jeunes pour leur permettre de rentrer dans un parcours. Et l'objectif, c'est qu'au bout, ils signent un contrat d'apprentissage. La deuxième chose intéressante, c'est ce que je me dis moi, avec un peu de recul sur ce projet, je me dis on prépare bien Subdeco ou des écoles de commerce, donc ça peut aussi être un élément qui peut valoriser l'apprentissage. On fait une préparation à l'apprentissage. Oui, Barbara. Quand tu dis prépa, quand c'est prépa apprentissage, c'est au sens des prépas qu'on peut avoir l'habitude d'entendre aussi un an avant, ou alors ça peut être enfin, vous voyez ce que les prépas qu'on peut avoir par exemple avant de rentrer à la fac ou des choses comme ça, c'est vraiment un an. Alors c'est la durée, on va y revenir tout à l'heure, c'est pas la durée, c'est de toute façon, non, dans la réponse que je peux donner, c'est que c'est vraiment avant qu'ils aient signé le contrat d'apprentissage. Après les durées, on va voir, parce que les durées sont assez variables. Ça peut aller d'une semaine à effectivement un an. Je fais ça, mais je vais vous le donner tout à l'heure, puisqu'on a 5 parcours différents. Donc l'objet de l'appel, c'était ça, donc de créer une préparation à l'apprentissage. C'était doté de 150 millions sur 2 ans, une paille. Il y avait 2 vagues de dépôt, le 10 décembre 2018 et le 15 mai 2019. Alors, la première vague était plutôt réservée à des grands réseaux de centres d'apprentissage ou d'organismes de formation. Et donc, le 3CA a souhaité effectivement répondre à cette première vague pour être présent tout de suite. Et d'ailleurs, c'était notre place d'être présent à cette première vague. Donc, vous noterez quand même qu'entre le 12 novembre et le 10 décembre, c'était un peu serré comme délai. Et donc, je peux déjà remercier tous les gens qui ont participé, aussi bien au 3CA, parce qu'il y a eu beaucoup de sollicitations ici, et il y a aussi beaucoup de sollicitations dans le réseau pour qu'on puisse déposer un dossier, et que ce dossier, finalement, vous avez bien compris, il a été accepté. Pour porter ce dossier, on a créé un consortium qui regroupe, pas tous les CFA, mais je vous en parlais tout à l'heure, mais l'essentiel des CFA du 3CA BTP, c'est-à-dire qu'on va avoir 72 CFA réseau, et on a 5 CFA TP qui ont aussi rejoint le consortium. Quand on dit 150 millions sur 2 ans, il faut être clair aussi, l'État ne va pas financer 100% de nos dépenses. Au maximum, l'État va financer 80% des coûts, alors effectivement sur un certain nombre de coûts éligibles. La cible, vous avez bien compris, c'est donc les jeunes de niveau de qualification inférieur au niveau 4. On est tout à fait, nous, dans ce cœur de cible, par rapport au public qu'on a dans nos CFA. Et puis, forcément, puisqu'il y a quand même un objectif gouvernemental, on veut privilégier alors les résidents QPV, qualité des politiques de la ville, donc les quartiers difficiles, je vais dire,
Et puis les résidents ZRR, Jacques-Olivier va m'aider, zone rurale à revitaliser, mais maintenant j'ai compris. Zone de revitalisation. Merci Marc. Zone de revitalisation rurale. Voilà. Alors par rapport à ce que je vous ai dit, vous voyez l'objectif pour les jeunes qui vont rentrer dans ce parcours, là je parle que d'un, puisque la demande du ministère du Travail était de créer un parcours, on est allé un petit peu plus loin, c'était effectivement de découvrir des métiers, ce que j'ai plus ou moins amorcé tout à l'heure, mûrir un projet, choisir une voie, qui peut être l'apprentissage. L'objectif est vraiment de signer un contrat d'apprentissage. Ceci dit, ils peuvent très bien continuer notre formation ou rentrer en emploi directement. Hein. Le but du jeu, c'est quelque part les remettre dans le circuit. Deuxième objectif, consolider les compétences de base et les savoir-être professionnels. Je l'ai aussi évoqué tout à l'heure. Dans les compétences de base, on voit bien ce que c'est. Hein, c'est tout ce qui tourne autour de l'enseignement général. Et les savoir-être professionnels, effectivement, on rentre dans une filière métier. Donc il est important aussi de travailler sur ces objets-là. Et puis, faciliter la signature d'un contrat d'apprentissage. L'objectif du ministère du Travail, c'est effectivement, c'est effectivement d'avoir le maximum de contrats d'apprentissage au bout. D'ailleurs, l'idée, c'est de multiplier le nombre de contrats d'apprentissage, donc en étendant l'assiette de jeunes qu'on va pouvoir toucher. Alors, on a donc déposé un dossier le 10 décembre 2018. Alors ce dossier, il s'appelle, vous voyez le petit logo en haut noir à droite, il s'appelle Démarre ta story BTP. Donc qu'est-ce qu'on a déposé comme projet? Bon déjà, je vous ai dit qu'on a ce projet, c'est le 3CA qui est porteur du projet. On a un consortium, donc j'ai dit 75 tout à l'heure, 74 CFA BTP et 5 CFA TP couvrant l'ensemble du territoire national. Alors à une exception près, il nous manque l'association régionale BTP CFA Bretagne, qui a, bon la Bretagne c'est un peu le pays ailleurs, et comme il n'y a pas de breton en ligne, je peux y aller, c'est un peu comme la Corse, c'est un pays à part. Oui, je vais faire des amis là. Ils ont effectivement une autre démarche, puisqu'ils ont vu avec les chambres de commerce, les chambres de métiers, et puis tous leurs partenaires locaux, ils ont déposé un projet qui est un projet Bretagne, voilà, et qui a été également accepté. Mais c'est pour ça qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit de faire partie de deux projets nationaux, donc ils ont fait ce choix-là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 74 CFA BTP, il manque les 5 CFA. 72. Pourquoi? Oui. Là, ça ferait ça. Bon, il y a pas la phrase. Alors la phrase également. Oui. Parce que c'est des hors murs. Oui, il n'y a pas les CFA hors murs, puisqu'effectivement le but du jeu c'est pas de. CFA hors murs, c'est des CFA qui ont des UFA dans les lycées pro, donc on va pas faciliter le travail des lycées pro pour qu'ils aient des jeunes en apprentissage chez eux, ce qui paraît relativement logique. Et là, du coup, en fait, il y a un projet, c'est ça, déposé par. Il n'y a qu'un seul projet porté par le 3CA BTP et qui a été élaboré, ça fait, merci Barbara, ça me permet qui a été élaboré en fait pas par nous tout seuls, et ça j'insiste. On a créé très très vite ce que j'ai appelé une task force, c'est bien, c'est les mots anglais d'aujourd'hui, ça fait toujours moderne. Bon bref, un groupe trans-réseau qui a permis, alors j'ai effectivement sollicité directement les associations régionales, les secrétaires généraux. Certains ont participé directement et d'autres m'ont dit, bah non, il faudrait voir telle et telle personne. Donc j'ai eu effectivement un groupe d'une vingtaine de personnes avec l'ensemble des associations régionales. Donc il y avait dans toutes les associations régionales un voire deux représentants pour travailler sur cette task force. Et on a surtout travaillé sur un certain nombre de parcours qu'on souhaitait proposer, qui sont au nombre de 5, j'y reviendrai, ils sont à droite. Et puis, alors, il faut que je précise aussi, c'est qu'en parallèle de la task force, on avait un petit groupe de pilotage au 3CA, parce qu'il faut que je remercie des gens qui sont dans la salle, alors, avec qui on a travaillé, puisqu'il fallait forcément définir des parcours et surtout, ces parcours, les valoriser, puisqu'on avait demandé de l'argent. Donc il faut que je remercie, Wendy représente le service, je ne sais plus comment il s'appelle, mais performance et ressources. Et ressources, pas mal, hein. Bien. Il faut que je remercie aussi Martine Lecoeur aux études, parce qu'on avait besoin de statistiques, de nombre de jeunes, de zones QPR, de zones QPV, pardon, et de zones ZRR, donc c'est pas un simple boulot. Et donc, la task force plus ce groupe de pilotage nous a permis de déposer le 10 décembre. Alors j'oublie aussi le juridique, Barbara va me faire des gros yeux. Surtout Christian. Surtout Christian Hergès, avec Isabelle Picot qui est à ma droite, qui nous a aidés effectivement, parce qu'il y avait plein d'aspects juridiques, notamment il fallait que ça, l'association régionale, mandate le 3CA pour les représenter en tant que tête, que pilote du consortium.
Donc c'est pas un simple boulot, c'est qu'un boulot de signature, mais sans ça, le projet n'est pas recevable. Alors je vous épargne aussi le fait que le projet, c'est, je sais plus combien de centaines de pages, parce qu'il y a plein de documents de ce style-là qui sont pas très intéressants. Bon, ceci dit, le projet proprement dit est présenté sur un document plus court, que j'avais d'ailleurs envoyé à la task force et à tous les secrétaires généraux. Donc tous les secrétaires généraux, ils ont le projet, la note de synthèse du projet, ils ont même la note qu'on avait présentée au CA. Donc éventuellement, si on a besoin, je peux aussi vous le renvoyer, vous me dites, c'est pas un souci, c'est public. Heureusement. Ce qui était important aussi sur la task force, c'est qu'il y avait non seulement un travail sur les parcours, mais on avait besoin aussi que chaque CFA se positionne. On a prévu 5 parcours pour 5 publics différents. Aujourd'hui, bon, dans la présentation, dans le dépôt du dossier, on avait numéroté les parcours, 1, 2, 3, 4, 5, d'ailleurs souvent sur les documents que je vais vous envoyer ou que vos secrétaires généraux ont, c'est numéroté comme ça. On est en train de réfléchir à des noms par parcours, on va pas vous donner tout de suite parce que c'est pas fini. Mais là, je vous ai mis simplement les parcours. Donc on a un premier parcours qui est une poursuite d'études par la voie de l'apprentissage. Vous voyez, c'est 64 heures mensuelles sur un maximum de 3 mois, c'est-à-dire que ça peut aller de 1 à 3 mois. Donc effectivement, premier parcours, jeunes en poursuite d'études par la voie de l'apprentissage, c'est des jeunes titulaires d'un brevet des collèges, d'un certain nombre de choses qu'on va essayer de remettre de manière relativement courte, préciser leur projet, pour voir si effectivement l'apprentissage peut leur apporter une réponse. Et donc c'est ce premier parcours. Deuxième parcours, repositionnement après une rupture de contrat, qui va de 41 heures mensuelles sur un maximum de 3 mois. C'est que ça, c'est un jeune. Alors, on avait effectivement les parcours qu'on vous propose, on les avait validés avant au ministère du Travail, avant de déposer le dossier, pour pas qu'on soit en dehors des plates-bandes. Et je pense que ça, c'est important. Ça, c'est un moyen, le deuxième parcours, repositionnement après rupture de contrat, lorsqu'on a un jeune qui avait un contrat et qui a une rupture, d'avoir les moyens de l'accompagner pour bien clarifier son projet. C'est-à-dire qu'effectivement, le classique, c'est qu'on va essayer de lui retrouver une entreprise d'accueil dans le BTP et puis de continuer malgré tout son parcours. Et puis il y a peut-être d'autres qui, non, malheureusement, il y a une rupture parce que le BTP ou le métier du bâtiment ou des travaux publics choisis ne correspond pas du tout à ce qu'ils souhaitaient faire. Donc l'idée, c'est de réorienter peut-être sur un autre parcours, alors peut-être un autre cadre d'apprentissage, mais sur un autre métier. Et donc d'avoir une prise en charge sur ce travail-là de, je dirais, reprécision du projet professionnel. Il y a un délai entre la rupture du contrat et l'ouverture finalement de la prépa, notamment parcours. Pas que je sache, mais c'est une bonne question. On peut commencer tout de suite, quoi. Normalement, oui. Dès qu'on a connaissance de la rupture. Dès qu'il y a connaissance de la rupture, ça peut. Parce que c'est pas toujours simple aussi la connaissance de la rupture, il faut qu'elle soit officialisée, je pense. La connaissance de la rupture, ça peut prendre plusieurs mois. Ouais, c'est ça le problème. C'est bien ce qui me semblait. Ça peut être officialisé. Alors, troisième parcours, c'est un parcours qui est déjà nettement plus conséquent, puisque c'est 420 heures sur 12 semaines, réorientation tout au long de l'année. Là, on va plutôt viser des jeunes qui, effectivement... Excuse-moi, je suis en conférence. Alors, à moins que ce soit urgent. C'est urgent de couper le micro, je ne sais pas qui parle, mais merci. Bon, là, ça peut être des jeunes qui ont abandonné leur parcours de formation dans lequel ils sont aujourd'hui, ou des jeunes qui sont en recherche de retour en formation, parce que ma foi, ils étaient un peu perdus après le brevet, ou même après le parcours qui suivait. Et donc ceux-là, on va les reprendre sur un parcours nettement plus long, pour essayer. Alors, tout au long de l'année, ça veut dire que l'accueil va se faire tout au long de l'année. Je vous rappelle aussi que ce projet se positionne dans le cadre de la réforme de l'apprentissage, où normalement, il y a des entrées permanentes. Donc l'idée aussi, c'est là d'avoir une entrée permanente sur ces parcours-là. Je vais avoir soif après, Voilà. Quatrième parcours, alors celui-là il est très particulier, c'est le mineur non accompagné, on va dire migrant, qui est un parcours sur 10 mois, 630 heures, et là vous avez bien compris qu'il va y avoir un travail, c'est même plus de la rescolarisation, il va y avoir un travail notamment sur la langue, sur la connaissance effectivement du milieu, du nouveau pays dans lequel ils veulent s'intégrer, sur la connaissance de la langue, voilà, donc c'est un parcours très particulier. Et enfin, le cinquième parcours qui est quelque part le DIMA bis, ou le troisième prépa métier bis. Sauf que le DIMA, il est ouvert aux jeunes de 15 ans, et là, c'est pas le cas. Alors, parcours prépa métier, donc, pareil, on l'avait validé au ministère du Travail, puisque vous avez bien compris qu'il y a des textes aujourd'hui qui ont institué la troisième prépa métier.
Donc on a rendez-vous avec la DGESCO la semaine prochaine pour voir effectivement dans quelles conditions on peut accueillir des jeunes dans notre parcours prépa métier à nous. Sans forcément qu'on se marche sur les pieds, mais surtout sans que les académies, diverses académies en région, nous mettent quelques bâtons dans les roues. Donc on voit Jean-Pierre Ouard le 9 avril. Ça, c'est donc la présentation des différents parcours. Et là, on a pas mal de chats sur des questions qui sont à poser sur les différents parcours. Elles sont nombreuses. Donc voilà, ouvrez le feu, allez-y, posez vos questions par chat si vous voulez bien. Oui, pendant que les questions arrivent, je vous remets en gros voilà le schéma qu'on a prévu pour le dispositif. Vous voyez, il y a une idée par rapport, on voit bien, bon, la preuve par 5 phases, 5 parcours. L'idée c'était, vous voyez, le public sourcé, donc on va au-delà de nos publics habituels, hein, en travaillant quand même avec les missions locales, les pôles emploi, les MENA, etc., des organismes, des entités avec lesquels la plupart des CFA travaillent déjà aujourd'hui. Hein. C'est important, on n'invente rien. Hein. Et ils pourraient cofinancer Pôle emploi, par exemple, ou des choses comme ça. Parce que comme ça finance qu'à 80%... Alors on va y venir sur le cofinancement. On va y venir sur la prise en charge et le cofinancement. Alors on a une première question tout à l'heure, c'est les jeunes, à partir de quel âge, grosso modo, peuvent-ils entrer dans le parcours ex-DIMA? Donc Sylvain a répondu, nous avons une réunion dédiée pour ça à la DGESCO la semaine prochaine. On est reçu directement d'ailleurs par Monsieur Huard, le directeur général de l'enseignement scolaire, qui a découvert, a fait semblant de découvrir notre proposition prépa métier, qu'on avait bien sûr calée et avec le ministère du Travail et de l'Emploi et avec l'assurance du ministère du Travail et de l'Emploi que le ministère de l'Éducation nationale allait suivre. Ça a d'ailleurs été annoncé 2 fois par la ministre, cela a été annoncé également par Jean-Michel Blanquer à l'occasion d'un événement au Sénat. Je vous passe sur les mondanités qu'on a là tout autour. Et c'est à la suite de ça que nous avons obtenu rendez-vous auprès du DGESCO pour régler cette question-là. Normalement, l'objectif, c'est de permettre aux au CFA qui avaient des DIMA de pivoter tranquillement vers les prépas métiers qui sont aujourd'hui prévus uniquement, vous avez lu très certainement les arrêtés du DGESCO, qui sont prévus uniquement en voie scolaire, dans les établissements, les EPLE par voie scolaire. Donc c'est en train d'arriver. Nous, ce qu'on souhaite, c'est grosso modo une poursuite des DIMA. Quand je dis nous, c'est le réseau qui a participé à ça, hein. Une poursuite des DIMA. Donc on espère pouvoir avoir des réponses plus précises dès la semaine prochaine. On a une autre question qui est très pertinente, comme toutes. Hein. Quid du mineur non accompagné qui devient majeur en cours de parcours? Alors, fort heureusement, on a une expérience de plusieurs années et très réussie à Poitiers, en Poitou. Et merci à eux d'avoir œuvré là-dessus. Ils ont eu donc une expérience là-dessus. Ils savent quels sont les pièges à éviter, mais surtout quelles sont les réussites. Le mineur non accompagné, comme le dit Silver, c'est une façon politiquement correcte de parler des migrants. Donc ces gamins-là, ils sont de toute façon tous nés le même jour, à la même heure, dans la même ville, et quand vous cherchez la ville en question, vous vous rendez compte que c'est quand même terrible, c'est une ville dont les archives ont été détruites par un incendie, un événement de guerre ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que leur situation est un peu particulière. Pour les mineurs non accompagnés, dès lors que on les suit, effectivement, le jour où ils deviennent majeurs, il y a la possibilité par la préfecture de les convoquer et puis de demander qu'ils soient raccompagnés dans leur pays d'origine. J'ai pas les détails techniques et puis c'est pas l'objet ici, mais vous aurez on peut appeler ça un guide. On va en parler après, hein, pour ce parcours-là, pour savoir comment vous faire accompagner, par qui, quelles sont les associations qui ont une expérience là-dessus. On a une autre question. Quel sera le statut juridique des jeunes accompagnés? Très bonne question. Excellente question. Donc en fait, nous avons écrit le dossier, encore une fois, en partage d'expérience. Les jeunes, on a demandé, et a priori obtenu, qu'ils soient en statut stagiaire de la formation professionnelle et continue. Parce que ça leur donne une protection professionnelle et ça vous donne la possibilité de les couvrir quand ils se tordent la cheville dans la cour, quand ils tombent dans l'escalier ou quand ils se coupent un doigt dans l'atelier. C'est celui-là qui est visé.
là, depuis 3 semaines, on a des réponses du ministère du Travail et de l'Emploi selon lesquelles le statut serait celui de la garantie jeune, ce qui ne nous va pas du tout, et vous savez bien pourquoi ça ne nous va pas du tout, parce que la garantie jeune leur donne une couverture sociale, mais pas de couverture professionnelle. Donc nous avons obtenu vendredi dernier le contact de la madame qui s'occupe de ça à la DGEFP, on la harcèle, j'ai encore laissé un message téléphonique sur son mobile ce matin. On puisse en discuter. On les harcèle, c'est rien de le dire, et nous avons donc on a sollicité aussi pour accélérer les choses, le Haut Commissariat aux compétences, qui gère en fait le plan d'investissement dans les compétences, parce qu'eux ont intérêt à ce que ça démarre très vite. Donc le Haut Commissariat a mis la pression également pour pouvoir avoir clairement le statut de ces jeunes. Autre question. Autre question. Pour le parcours rupture, le jeune quitte-t-il son groupe? Bah non. Ce serait mieux que non. Ce serait mieux que non. D'ailleurs, c'est comme le parcours le premier. Je poursuis mes études en apprentissage. Idéalement, non. Il quitte pas. C'est-à-dire que pour faire simple, le parcours qu'on va pas appeler numéro 1, parce que le parcours, j'arrive en apprentissage, poursuite d'études, c'est un boulot que l'essentiel d'entre vous fait déjà. Vous avez des jeunes qui arrivent en début d'année, vous commencez leur formation académique, et puis il faut qu'ils trouvent un contrat, donc vous les accompagnez, vous leur faites des ateliers techniques de recherche d'entreprise, etc., etc., etc. Aujourd'hui, vous le faites sur vos fonds, demain, vous serez financé pour le faire. Donc non, ils quittent pas leur groupe. C'est pareil en rupture, sauf si un jeune a commencé une formation de conducteur d'engin, travaux publics, et puis tout à coup il décide qu'il veut devenir charpentier, ou alors il a commencé peintre et il se rend compte qu'il veut faire installateur thermique ou coffreur brancheur. C'est quand même assez rare, hein, vous l'admettrez, mais non, il est en rupture, vous poursuivez, c'est un moyen de le maintenir en formation pour qu'il puisse et d'avoir un accompagnement financier. Voilà. Est-ce que les jeunes seront rémunérés tels que les POEC? Alors là, quid? Certains conseils régionaux et certains jeunes peuvent l'être en fonction de la nature de leur situation. S'ils bénéficient de la, je sais plus comment ça s'appelle, de la garantie emploi ou quelque chose comme ça, il est possible qu'ils aient une gratification, pas une rémunération. Nous avons également quelques conseils régionaux qui sont en train de lancer des dispositifs concurrents et qui rendent possible une gratification des jeunes. Dans le dispositif que nous avons déposé tous ensemble, on n'a pas prévu de rémunération. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Ça veut dire que ce qui est financé là, c'est les coûts de formation, effectivement. Alors, l'appel à projet n'évoquait absolument pas ce point. Alors, c'était pas l'objet de toute façon. Toujours sur le parcours 1, comment réaliser les 16 heures hebdo au printemps pour une jeune qui est scolarisée et qui a un projet de se former en apprentissage? Je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais l'idée c'est de faire rentrer dans le parcours 1. Ah oui, d'accord, l'anticiper. Oui. Pourquoi pas, effectivement. Le groupe de travail n'avait pas envisagé comme ça, mais pourquoi pas proposer des parcours 1 à des jeunes qui ont un statut voie scolaire et à qui vous proposez 16 heures par semaine dès le printemps une préparation. Oui, c'est pas idiot, hein, franchement. Alors pour le coup, la task force l'avait pas imaginé comme ça, mais c'est possible. Enfin, en tout cas, ça a l'air possible, oui. Alors, de moins de 15 ans en septembre dans nos prépas, c'est le moins de 15 ans, c'est le même régime que pour les DIMA. Donc, pas de réponse. Donc, moins de 15 ans, ça veut dire quoi? Dès lors qu'il a 15 ans révolus, il est dans sa 16e année, il peut signer un contrat, donc la question se pose pas. S'il est dans sa 14e année, il peut rentrer en DIMA, je pense, hein, donc non. en prépa métier. Non, quelqu'un a un micro ouvert. Moins de 15 ans, non, je pense. Moins de 15 ans, c'est pas possible. En DIMA, en tout cas, non. Non. Celle que t'es les DIMA maintenant, aujourd'hui, sur ce parcours, je sais pas. Alors, ça va être compliqué après si on a des trucs en entreprise. Ouais. Il va pouvoir faire grand chose, il va observer. Hein. Alors, nous pensions un volume annuel et non sur 3 ans. Alors, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, c'est le volume effectif, non?
Ah oui, alors 3 ans, c'est pas 3 ans, c'est 24 mois en fait. Ouais. Donc du coup, comme les prépas vont commencer 2019, à partir du moment où ça commence, ils vont courir sur 3 années civiles, mais sur 24 mois. Oui. Les volumes que vous avez déclarés, alors d'abord ils peuvent riper d'une année à l'autre, hein, c'est pas tellement ça qui, enfin c'est pas un souci, mais ils vont du coup s'égrener sur 2 fois 12 mois et donc être à cheval sur 3 années scolaires. 3 années civiles. Oui, enfin 3 années civiles, mais ça représentera bien. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des cofinancements FSE? Oui. Oui, parce que nous avons pris la précaution, bien sûr, de vérifier que les financements alloués dans le cadre du PIC étaient 100% fiscalité française. Il y a toujours un micro d'ouvert, si vous voulez bien le couper. C'est toujours 100% fiscalité française. Et donc, vous pouvez aller chercher des fonds complémentaires, FSE, FEDER ou autres. Il n'y a pas de souci. Alors, comment faire pour les jeunes qui n'ont pas de documents administratifs pour les mineurs non accompagnés? J'ai pas la réponse très précise, mais vous aurez la réponse par... ce qui a été fait en Poitou-Charentes. On Poitou-Charentes. va s'appuyer sur ce qui est fait en Poitou-Charentes. Ouais. Si on accueille une prépa de moins de 15 ans, comment peut-il, à la suite de la prépa métier, signer un contrat d'apprentissage? Pas sûr de bien comprendre la question non plus. Alors, faut-il que les jeunes soient inscrits à Pôle emploi? Certains le seront. Hein. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Certains vont arriver de Pôle emploi et auront une inscription Pôle emploi. Et donc, c'est en ce sens-là, d'ailleurs, que la Caisse des dépôts a répondu que le jeune conservait son statut précédent. Oui. Alors, le parcours 2, le volume horaire, 9h30 semaine, permet-il de poursuivre au CFA 35 sur 3 semaines? Moi, je suis pas sûr de comprendre la question non plus. Le CFA 35, c'est quoi? C'est 35 heures sur 3 semaines? 35 heures, oui. D'accord, 35 heures sur 3 semaines. La déclaration a été faite hebdomadaire, mais en fait, le contrôle sera mensuel. Donc, en clair, quand il ou elle est en période académique, en formation avec les jeunes de son groupe, il est intégralement en formation professionnelle et les 9h30 hebdo deviennent 4 fois 9h30 mensuels. Il ne s'agit pas d'être rigoureux au point d'afficher 9h30 hebdo dédié systématiquement. Là. Alors, on est à peu près toujours dans les mêmes questions. Qui portera l'inscription des différents parcours? La question, ça peut très certainement être comment on fait pour saisir le jeune. C'est de CFA. Oui, de toute façon, c'est les CFA qui porteront. Et on est en train, mais je vais venir dans la dernière diapositive, de travailler effectivement pour voir sur Ipareo, d'avoir des remontées de données, enfin en tout cas déjà des saisies de données qui nous permettront, nous, d'avoir des consolidations au niveau national. Puisqu'en fait, c'est à nous, porteurs de projet 3CA, qu'on va nous demander des comptes, pour faire simple. Mais en ce qui concerne l'opérationnel, c'est au plus près du terrain, donc c'est vous qui allez inscrire les jeunes. Et on a travaillé hier avec Françoise Diaz, justement, pour voir toutes les modifications qu'il va falloir intégrer sur Ipareo pour vous faciliter l'inscription et que ce soit le plus simple possible pour vous, pour que nous, après, on puisse par simple requête. Enfin, par simple requête. La requête n'est jamais simple, mais par une requête, au moins être en capacité de consolider et pour vous que ce soit transparent. Mais ça supposera de la saisie. Oui, et ça supposera quand même de la saisie, c'est clair. Mais avec un statut Ipareo qui sera un statut identifié. Oui, un statut au sens Ipareo. Oui, pas un statut, un statut au sens Ipareo, informatique. C'est compliqué, mais c'est les mêmes mots. Hein. Oui. Déjà hier, on a eu du mal. Nous devons faire une remontée extrêmement précise tous les ans aux financeurs, qui est la caisse de dépôt et consignation. Mais nous avons un reporting trimestriel et un suivi mensuel à faire. Et c'est pour ça que l'idée, c'est quand même de vous simplifier les inscriptions et l'identification des parcours de chaque jeune sur Ipareo. Ça, c'est sûr. Une dernière question, puis ensuite on avance. Comment on gère les abandons? C'est la question que nous allons poser à notre interlocuteur Caisse des dépôts et consignation dès qu'on aura un rendez-vous.
On a une... aussi la somme qui est engagée. Oui, on aura une série de questions. Est-ce qu'on proratise si le jeune suit pas l'intégralité du parcours? Est-ce que c'est un forfait? Est-ce que ça, ce sont des questions. C'est la même question finalement que pour le nouveau contrat d'apprentissage. À partir du moment où on a le coût, Ouais. si on a une rupture, est-ce que c'est proratisé la somme qu'on va recevoir, ou est-ce qu'il y a finalement une durée minimum de contrat qui fait qu'on garde tout? Oui. Je ne sais pas. Allez, Et ça fera partie des données à remonter. Ouais, et ça fera partie des données à remonter. Ouais. La rupture, c'est important. La date s'il y a rupture, la date. alors deux dernières questions et ensuite on avance. Ça, c'est promis maintenant. Les engagements particuliers sur les LRR et QPV. Alors en fait, les fonds, c'est de la politique de l'emploi. Hein. Donc les fonds, ça vise à développer l'emploi. L'idée du gouvernement étant de dire il vaut mieux mettre beaucoup d'argent au départ et former les gens à des formations professionnelles, surtout par alternance, parce que la durée de leur carrière est beaucoup plus, enfin en tout cas est beaucoup moins sujette à des périodes de chômage. Oui, puis le taux d'insertion de l'apprentissage est quand même très positif. Quoi. Donc les voilà, les engagements, c'est que nous devons identifier les jeunes issus QPV et ZRR que nous intégrons dans les parcours, et on en a déjà. Est-ce qu'on a des objectifs de faire beaucoup plus de prépa métier pour les ZRR et QPV? On n'a pas eu ça. Par contre, ce qui est sûr et certain, parce que nous avons posé la question, c'est que si l'aventure, un CFA, utilise les prépas apprentissage pour des jeunes de centre, je force le trait, hein, pour des jeunes de centre-ville qui veulent faire absolument un BTS, c'est clair qu'on n'aura pas la subvention. Enfin, voilà. Pour deux raisons, parce que c'est des jeunes de centre-ville, et en plus parce que on vise vraiment tout ce qui est inférieur au niveau 4. Ça c'est important, je le reprécise. Puisque inférieur et égal. Inférieur ou égal, oui, en tout cas c'est important, donc c'est pas BTS. Oui. Et pour les ZRR et les QPV, vous verrez aussi qu'on va vous demander de remonter l'information. On va pas forcément vous demander de cibler de manière particulière, mais par contre, il faut qu'on soit en capacité, nous, d'identifier des gens, et on vous explicitera. Il y aura une procédure simple aussi. Enfin, pour les ZRR, c'est simple. C'est pour les QPV, mais je pense que Martine Lecoeur a trouvé une solution qui est plutôt pas mal. Pertinente et pas mal. Mais on vous décrira tout ça dans une procédure pour qu'il n'y ait pas de soucis. Justement, j'y viens. Comme ça, je squeeze les questions qui vont pas manquer de venir après. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a été retenu. Il y a eu 96 projets qui ont été présentés quand même. Donc, on fait partie des 19 projets lauréats. Dans l'ensemble des projets sélectionnés, ça représentait 150 CFA. On est pas loin de faire la moitié. Et c'était 28 000 places qui étaient proposées. Nous, on avait ciblé, par rapport au retour qu'on avait eu 17 000 jeunes, donc vous voyez, on est pratiquement 61% du volume total de ces 28 000 places. Donc pour le seul projet 3CA, il faut savoir aussi que on a une subvention qui est de 35,591 millions d'euros, donc pratiquement 23,6% de l'enveloppe totale. C'est aussi une grosse part. Alors bien sûr, cette subvention, comme c'est écrit sur la lettre, c'est une subvention maximum. Elle est conditionnée, effectivement, à l'effectif de jeunes qui rentrera dans ces différents parcours prépa apprentissage. Peut-être un truc que j'ai pas mis là, mais dont je peux évoquer aussi, c'est que effectivement, on avait un certain nombre de coûts à mettre en place de chaque parcours. Là, il y a Wendy avec moi, donc si je dis une bêtise, je sais qu'elle me reprendra, elle a du caractère. Ce qui est important, c'est qu'on a visé une démarche un peu originale. On s'est calé un peu sur ce qui se fait, sur ce qui va se faire. On veut dire qui se fait déjà maintenant dans le nouveau contrat d'apprentissage avec une notion de forfait. C'est-à-dire qu'on a essayé de forfaitiser à partir d'un certain nombre de coûts fixes, variables, bref, que tu as fait remonter l'ensemble des assos régionales, d'avoir un coût moyen qu'on a mis en face avec un nombre d'heures qui était prévu par parcours, moyen aussi, et on a proposé un forfait, c'est-à-dire qu'on a un coût parcours. Et c'est sur cette base-là qu'on a cette subvention de 35,7 Juste pour repréciser les choses, pour déterminer la valorisation finalement de ces effectifs traduits en volume horaire, hein, puisque les parcours ont des durées assez variables, on a valorisé tout ça sur le plan national avec une moyenne du coût moyen horaire formation. Voilà, pour le dépôt du dossier. Voilà. C'est en ça qu'on parle de forfait.
Absolument. Merci Wendy. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que depuis que le projet a été sélectionné, etc., il y a plusieurs groupes qui y travaillent. Alors, on a prolongé le groupe de pilotage 3CA, le groupe de ce que j'appelle le groupe de lancement, en intégrant la plupart des services concernés ici. Et il y en a pas mal, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que notre idée, c'est très vite d'avoir, j'ai appelé ça kit de mise en œuvre, en tout cas, un guide qui vous permettra je m'engage dans tel parcours, d'expliciter quels sont les contacts, alors avec les aspects, les procédures financières, parce que ça me semble important, les guides pédagogiques, c'est-à-dire comment je peux dérouler les parcours, les modalités de suivi, recueil des données financières, forcément, parce que là, il y a une partie comptable très forte et opérationnelle, c'est la partie un peu hyparéo sur quelles sont les remontées qu'on va vous demander. Et puis, bien sûr, on a décidé, alors ça date d'hier, on aura un groupe de on va demander à ce qu'il y ait un référent par association régionale, qu'on puisse avoir une interface par rapport aux régions, et le tenir régulièrement, c'est le 3e point, communication, échange régulier, au courant. Alors, on essaiera sans doute de faire des webinaires quand ça nous semblera nécessaire, ou s'il y a des questions qui remontent. Et puis, on fera sans doute une info news mensuelle qui sera sous un format info news via par email, ou que vous pourrez imprimer sur format papier, faites comme vous voulez, mais qui sera quelque chose sur des informations qui seront stabilisées. Autant le webinaire, on sera plutôt sur des échanges, des questionnements dont il va falloir aller chercher les réponses, parce que ça existe toujours au fur et à mesure du développement d'un projet, de la mise en œuvre du projet. Les infos news mensuelles, on vous donnera surtout le stabilisé, les choses qui seront acquises. Et là, j'ai fini, moi. Voilà. Donc, il y a maintenant 200 questions qui arrivent. Maintenant, il y aura 200 questions qui arrivent. Elles commencent à être saisies. C'est bien. Donc, une des questions qui va arriver, bien sûr, c'est dans vos journées portes ouvertes, est-ce que vous avez des premiers outils de com? Normalement, oui. Parce qu'on a demandé au service communication de mettre à notre disposition. Alors, c'est un petit flyer qui est très simple, hein, avec les logos que vous avez en haut. Ce qui est important, c'est les logos qui sont en haut, parce qu'en fait, le financement, c'est pas la dernière version. Le financement est conditionné au fait, comme nos financeurs, c'est la Caisse des dépôts, qu'on est dans le cadre d'un plan, le PIC, le plan investissement dans les compétences, et que, effectivement, c'est aussi piloté par le ministère du Travail. On a obligation sur toutes les communications qui concernent ces parcours à mettre ce logo. Alors ce logo, je l'ai envoyé aux secrétaires généraux, ils doivent tous l'avoir, aux gens qui étaient dans la task force également. Et puis on a même mis en copie les directeurs, puisque avec mon ami Loïc Bestard, on a fait un petit flyer à 5, on a fait plusieurs. Alors voilà le dernier, ça c'est pour toi. Avec tous les logos. Si vous voulez, je vous le mettrai, je peux vous l'envoyer en format PDF. On a oui, bien sûr. Un petit flyer. L'important, c'est effectivement, à chaque fois qu'il y a des journées portes ouvertes. Alors, notre difficulté, c'est que, normalement, on n'a pas encore signé de convention avec la Chambre de dépôt et de consignation, puisqu'ils nous ont seulement proposé depuis 2 semaines. Ils nous ont fait une proposition de convention. Et normalement, on peut démarrer à partir du moment où cette convention est signée. On ne peut pas démarrer avant. Donc, ce petit flyer, ça permet de mettre en appétence ou en appétit, en disant, voilà, demain, on pourra vous proposer ça. Dès qu'on a signé, on vous tiendra au courant, et notamment sur les kits aussi, il faut que ce soit en parallèle, pour que vous puissiez mettre en place le parcours. Alors, il y a certains CFA qui ont déjà des parcours qui existent, ils peuvent effectivement, éventuellement, les mettre en place. Mais attention au fait que, comme on va nous demander un recueil de données avec des dates, ça ne nous pose pas de problème après, mais ça m'étonnerait, mais bon. Faut être prudent quand même. Nous avons une question. À quel moment les task force se mobilisent-elles pour avancer sur les contenus des parcours? Là, à quel moment? Dès maintenant, on a déjà commencé et on va continuer la semaine prochaine parce que, alors moi, je vais pas forcément passer par la task force parce que c'est un peu lourd. Je vais repérer dans chaque CFA des gens qui sont plus ou moins déjà engagés dans un des 5 parcours. Bon, l'exemple est simple, c'est les mineurs non accompagnés. C'est vrai qu'on va travailler directement avec Ghislaine parce qu'en Poitou-Charentes, ils ont pratiquement tout fait. Donc on va se caler sur ça. J'ai repéré d'autres CFA sur les autres parcours. On va plutôt travailler en petit comité parce que sinon, ça va être compliqué de faire du collaboratif avec l'ensemble des CFA. Du coup, avez-vous une date de diffusion du kit? J'avais une idée de le diffuser avant fin avril, le plus vite. Avant si je peux, mais je vais dire fin avril là. Sinon, quand pouvons-nous commencer les parcours?
Je l'ai un peu dit. Dès que la convention est signée. Dès que la convention est signée, dès qu'elle est signée, on vous le dira. Alors vous avez de ci de là entendu que les prépas métiers ont été lancés par l'autre grand réseau qui est le réseau de l'IUMM. Il a lancé les prépas métiers en Île-de-France et puis je sais plus où dans l'Est. C'est pas vrai en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est vrai, mais c'est pas vrai. Il s'appuie sur les dispositifs passerelles des conseils régionaux, mais c'est pas les prépas métiers. Aucun lauréat n'a eu d'avancée sur la convention signée. On a été notifié, donc on sait qu'on aura les 36 patates là. Maxi. Oui, ça dépendra de l'utilisation. Voilà. On sait qu'on aura l'argent jusqu'à 35 millions et 600 000, mais la convention n'est pas signée. On a reçu un premier brouillon que nous avons travaillé hier encore, sur lequel nous devons avancer avec la DGEFP. Et aussi, on doit avancer aussi. On a plusieurs questions. On a une série de questions avec la DGEFP. On a une série de questions avec la Chambre de dépôt et de consignation sur les aspects financiers. Et voilà, donc on commence, vous commencez dès que c'est signé. Dès qu'on vous donne le top. Ouais. Alors, autre question, comment peut-on savoir qui est mobilisé? Est-ce qu'on peut avoir la liste des personnes qui sont mobilisées? C'est sur la task force, oui, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Oui, parce que j'ai une liste nominative, il n'y a pas de problème. Alors moi j'ai une question qui n'apparaît pas à l'écran mais que j'ai en tête parce qu'elle devrait nous arriver. Comment ça se fait que vous nous sollicitez pour savoir si on recrute des jeunes en QPV? Bah parce qu'on peut pas le savoir pour vous. C'est-à-dire que Martine a trouvé la possibilité de savoir où sont recrutés les jeunes dans les ZRR parce qu'on a le code commune. Et donc, finalement, ces éléments-là... Alors, on vous passe sur 95% voire 98% des sollicitations de la Caisse des dépôts, hein, fort heureusement, mais il y a des moments, savoir donc d'où viennent les jeunes que vous recrutez en ZRR, finalement, c'est simple, puisqu'on a le code commune. Une commune... Dans l'enquête au 31 décembre. Oui. Voilà. Oui, on est parti de l'enquête au 31 décembre sur les stagiaires que vous avez aujourd'hui en se disant, bon, peu de choses près, on devrait avoir la même chose. Parce que la difficulté de la question... Par contre, de la DGEFP, c'est que ZRR, effectivement, ça dépend de votre zone d'achalandage. Alors parfois, il y a quelques petits phénomènes, hein, parce qu'on peut avoir une ZRR, mais qui n'est pas forcément, je sais pas, en Seine-et-Marne, ils ont des ZRR de Picardie, par exemple. Il vaut mieux qu'on sache, c'est pour ça qu'on vous a sollicité les CFA directement, parce que moi, je sais pas votre zone d'achalandage. Si je reste sur le département 77, on a repéré quoi, 24 ou 26 ZRR. Non, ça c'est les QPV. C'est les QPV. Autant pour moi. Je sais plus moi. Mais enfin, c'est vrai que c'est pour ça qu'on vous a demandé. Après, sur les QPV, la difficulté, c'est que c'est vraiment par quartier, c'est même parfois dans une rue, ça s'arrête à un numéro. Il y a un côté de la rue, vous êtes en QPV, l'autre côté de la rue, vous n'êtes pas en QPV. Donc c'est un peu compliqué. Alors c'est pareil, on a essayé de trouver un biais pour répondre au mieux à l'enquête du ministère du Travail. Mais même eux, de toute façon, je pense que là, leur première demande est plutôt pour communiquer en disant, voyez, on couvre l'ensemble des ZRR ou l'ensemble des QPV. Demain, par contre, dans les recueils de données, on nous demande précisément est-ce que le jeune qui sera dans un parcours, alors ce sera plus facile puisqu'il sera dans un parcours identifié en tant que tel, est-ce qu'il est issu d'une ZRR ou d'un QPV? Sachant que sur les 35 000 communes françaises, il y en a à peine 1000 qui sont concernées par les QPV. Hein, donc la question se posera seulement pour certains jeunes, pour les jeunes qui habitent ces communes-là. Et donc, pour l'instant, on ne récupère pas l'adresse. Et donc, la notion de QPV est vraiment liée à l'adresse d'habitation précise. C'est ce que, effectivement, les nouveautés qu'on vous demandera via Ipareo. Mais sur ce truc-là, on le fera par défaut. C'est-à-dire que par défaut, pour les QPV, ce sera non, il n'est pas issu d'un QPV. Et par rapport à une liste de communes qu'on vous fournira concernées, si vous voyez que le jeune est en commune, là, on vous demandera des renseignements complémentaires, c'est-à-dire l'adresse, pour qu'on puisse identifier, que vous puissiez, vous, par un lien, identifier si c'est en QPV ou pas. C'est plus par défaut qu'on va le faire. Sinon, il faut vérifier l'adresse de tout le monde. On a encore une question. Comment est prévue l'articulation entre le dispositif prépa métier et la garantie jeune proposée par les missions locales? Alors, prépa métier, c'est l'ex-DIMA, donc je suppose que la question est plutôt l'articulation entre le dispositif prépa apprentissage et la garantie jeune. Ben, c'est bien ce qui nous soucie, c'est pour ça que la garantie jeune, ça nous convient pas vraiment. Encore une fois, la garantie jeune des missions locales, ça leur donne la couverture sécurité sociale. Voilà. Mais pour rentrer dans les prépa métiers, il faut que vous ayez la possibilité de les assurer. Et pour qu'ils puissent être assurés, il faut qu'ils aient un statut qui leur permette d'être professionnels.
C'est pour ça que c'est une des questions essentielles, et on l'a dit tout à l'heure, sur laquelle on harcèle le ministère du Travail et de l'Emploi, parce que ce sont les seuls qui peuvent nous répondre nationalement de façon simple. C'est que l'idéal, c'est qu'ils soient stagiaires de la formation professionnelle et continue, parce que là, la question ne se pose plus. Ils sont bien en formation professionnelle, vous pouvez les accueillir légitimement, vous pouvez les assurer, enfin, ils tombent sous le coup de votre contrat d'assurance habituel des risques liés à la formation professionnelle, et quand vous les envoyez en stage, ils sont également couverts. Voilà. Garantie jeune, c'est pas suffisant, quoi. Voilà, voilà. Ben, on est à 10h25, c'est ça, hein? Oui, 10h25. Donc comme c'était un petit déjeuner ou sans chouquette et sans café, pour nous, hein, je vous le mets tout de suite à l'aise. Hein. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors n'hésitez pas, si vous avez, suite à cette présentation, je sais qu'elle est enregistrée, j'espère qu'elle sera correctement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Généralement, j'essaye de répondre. J'en ai pas beaucoup en ce moment, j'en ai plein. Mais envoyez par mail et j'essaierai de vous répondre. Parce qu'après, je reventile les questions aux différents services concernés. On regarde la réponse qu'on peut vous apporter. Et je pense que on va mettre en place effectivement les infonews mensuelles ou les webinaires. Et les webinaires. Moi, quand j'aurai des questions où il y en aura beaucoup, je déclencherai un petit webinaire. Comme ça, on pourra échanger plus facilement. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. Alors ici, il y a du monde, il fait même un peu chaud. Hein, parce qu'on est, pour une fois, on a un gros succès. Et la salle est petite. Et je vous remercie donc d'avoir été avec nous à distance, malgré tous les soucis techniques qu'on a pu avoir au démarrage. Et puis bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.